Ce soir, effectivement, je vais parler de la prise en compte des risques majeurs en entreprise et plus particulièrement les risques naturels, puisque en Guadeloupe, vous verrez qu'il y a deux types de risques auxquels nous sommes soumis, les risques naturels et puis les risques technologiques. Alors, les risques technologiques concernent beaucoup plus la zone de Jarry et le transport de matières dangereuses, donc ce sera l'objet d'un autre webinaire, puisque là c'est pareil, c'est quelque chose de très très important pour cette zone et ça peut prendre un petit peu plus de temps. Voilà. Alors, donc, je me présente, je suis Myriam Bobino-Toussaint, docteur en sciences de la Terre de l'Université de Paris 6. Et ma fonction première, effectivement, c'est d'être un expert en risque majeur pour la zone de défense Antilles. Et puis, je travaille donc avec une autre région qui est concernée par les mêmes risques que les nôtres, et qui est le Japon. Voilà. Alors, dans ma présentation, vous avez reçu le sommaire. Je vais, dans un premier temps, vous présenter donc, les risques majeurs naturels en Guadeloupe, parler de prévention et puis de développement durable. C'est vrai qu'il y a un lien assez fort, puisque un événement, effectivement, pourra avoir lieu. Il n'en demeure pas moins que la région qui sera touchée devra se relever et donc continuer de se développer et faire en sorte de justement gérer au mieux pour que tout ce qui viendra après ait des effets un peu moindres. Dans un deuxième temps, je parlerai du document unique d'évaluation des risques professionnels et en fait, surtout pour dire qu'il va être renforcé depuis la loi qui est sortie le 2 août 2021. Et puis, pour terminer, donc, des pistes de réflexion pour la gestion de crise dans les entreprises de Guadeloupe. Alors, les risques majeurs, prévention et développement durable. Alors, il faut savoir que cette thématique existe depuis très longtemps, puisque lors du sommet mondial de Johannesburg, en septembre 2002, les nations ont décidé que la gestion des risques devait être un point important pour le développement durable d'un pays et d'une région. C'est vrai que nos services ont l'habitude de distinguer trois activités spécifiques, la prévention, la préparation et puis la protection. Alors, il y a un caractère transversal parmi toutes ces activités qui vont permettre à des régions vulnérables comme les nôtres, justement, et de pouvoir se développer à condition qu'elles puissent gérer ces risques. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut dire sur la prévention? Alors, il y a plusieurs volets dans la prévention. L'important, c'est de commencer par quelque chose. On commence en général par permettre à toutes les régions vulnérables de connaître les risques auxquels elles sont soumises. Alors, la définition d'un risque majeur est la combinaison entre un aléa, un phénomène naturel, et puis les enjeux. Les enjeux, qu'est-ce qu'on peut perdre? On peut perdre la vie, on peut perdre des infrastructures, mais en tout cas, la chose la plus importante, effectivement, sont les vies humaines. Dans un deuxième temps, le deuxième volet, la prévention concerne l'évaluation. L'évaluation des dangers. Je fais partie d'un groupe donc, aux Nations Unies où on préconise que la syndinie, qui est en fait une approche scientifique et pluridisciplinaire du danger, permettra effectivement de diminuer les conséquences d'un événement. Ensuite, dans cette évaluation, il va falloir cerner les vulnérabilités d'une région. Pourquoi elle est vulnérable, à quoi elle est vulnérable. Et toujours dans l'évaluation, les capacités, c'est-à-dire qu'est-ce qui va permettre à une région en matière d'infrastructure, en matière d'information, de formation de ses populations, qu'est-ce qui va lui permettre de résister. Toujours dans la prévention, le respect des normes pour tout ce qui va être infrastructure et équipement. Alors, en ce qui nous concerne en Guadeloupe, depuis que je suis rentrée dans les années 95, beaucoup de travaux ont été faits, des normes ont évolué et on peut considérer que pour la plupart des bâtiments nouveaux et récents, ces normes sont respectées. Et enfin, donc, la sensibilisation, la conscientisation, l'éducation et la formation. Alors, c'est pareil, on a eu une loi qui est sortie
dans les années 90 également, et qui concernait donc l'information préventive des populations vulnérables. Alors, dès cette époque, effectivement, les préfectures de Guadeloupe, de Martinique et de toutes les zones vulnérables ont mené un cheval de bataille qui consistait à informer les populations et à mettre en place donc des documents comme les DICRI, qui sont des documents d'information communaux sur les risques majeurs, les documents pour les écoles, tout ce qui va être plan de prévention et de mise en sûreté, et donc toute une série, voilà, une panoplie d'informations visant à éduquer et à former les populations. Le problème de ce dernier volet dans la prévention est qu'on ne doit pas s'arrêter dans l'information préventive. L'information préventive ne doit pas être un coup de publicité et puis s'arrêter, et puis 10 ans après peut-être reprendre, ou alors reprendre lorsqu'un événement majeur a lieu. Voilà, donc c'est un des aspects, j'allais dire, les plus compliqués, puisque malheureusement, cette information, nous la jugeons insuffisante. Alors, qu'est-ce que la préparation? La préparation, alors là, ça va être vraiment au sein d'une famille, au sein d'une entreprise. Il faut savoir quoi faire quand survient un événement majeur. Il faut savoir quoi faire après, puisque forcément, en ce qui concerne certains risques telluriques, notamment comme les séismes ou les volcans, il y aura de la destruction, donc il va falloir reconstruire, il va falloir vivre dans des conditions précaires pendant un certain temps. Et pour pouvoir véritablement survivre, eh bien, il faut s'assurer qu'au départ, on ait bien des systèmes d'alerte, d'évacuation, des systèmes de secours, qu'on ait également de la coordination, du renforcement dans tout ce qui va être capacité locale, qu'on ait effectivement aussi des infrastructures et des équipements, donc après avoir fait l'évaluation des dégâts, savoir ce qui tient, ce qui ne tient pas, et comment renforcer ensuite. Et puis un renforcement institutionnel, c'est-à-dire qu'on aura fait un état des lieux et on saura qu'il va falloir peut-être revoir et réadapter peut-être certaines institutions. La protection. Alors, on pourrait croire que c'est pareil que la préparation, mais non, puisqu'il s'agit cette fois-ci de savoir quoi faire pour atténuer les conséquences sur le développement des zones touchées, parce qu'elles auront été touchées, et donc pour leur permettre de se relever, il faudra avoir établi un certain nombre de plans. Il faudra avoir également eu des ouvrages et des travaux de protection, des fameuses infrastructures, des fameux équipements. Et bien entendu, donc, et ça c'est systématique, un réajustement et une réévaluation des normes. Concernant notamment les normes sismiques, il faut savoir que toutes les régions ne sont pas soumises aux mêmes intensités. Et donc, en fonction de l'évaluation qui aura été faite après un événement, on pourra effectivement faire cette réévaluation des normes. Alors, toute cette partie concernant la protection, depuis la loi du 13 août 2004, a été un petit peu revue, corrigée, renforcée. Et cette loi du 13 août 2004, qui concerne la protection civile, a remis au centre donc, de cette thématique risque majeur le citoyen. Le citoyen doit également être responsable de sa prévention, de sa protection et de sa préparation, d'où une panoplie de documents qui sont édités par les services déconcentrés de l'État, d'une part, et par les services communaux, d'autre part. Alors, que pouvons-nous dire sur les principaux risques prévisibles donc, en Guadeloupe? Ils sont un certain nombre que vous connaissez déjà. Les cyclones, les phénomènes météo, les inondations. Alors, on parle de séismes prévisibles, pas tellement dans le sens où on est capable de vous dire qu'ils auront lieu demain ou après-demain. On sait simplement que nous sommes dans une zone sismique et que forcément, nous aurons donc des séismes, les éruptions volcaniques, les mouvements de terrain et les tsunamis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'aborderai pas les risques technologiques, puisque ça fera l'objet
d'un autre webinaire, mais enfin, sachez qu'effectivement, on en parle également dans tout ce qui est gestion de crise dans nos territoires. Alors, en matière de risque, des plans sont élaborés. Et il est important que chaque chef d'entreprise soit au courant d'où ils sont, s'ils sont consultables. Et là, je vous ai simplement projeté le site où vous allez pouvoir retrouver les plans de prévention des risques naturels, communément appelés les PPRN. Ils sont donc consultables en mairie ou sur le portail internet de la préfecture, bien souvent aussi le portail internet de la DIAL, en particulier en tout cas pour tout ce qui va être risque technologique. Donc, plan de prévention pour les risques naturels, PPRN, et plan de prévention pour les risques technologiques pour tout ce qui va être effectivement risque technologique sur le site de la DIAL. Alors, j'ai touché à quelque chose que je n'aurais pas dû toucher. Alors, le risque cyclonique. On va passer en revue, non pas de façon très détaillée, parce que le risque cyclonique a cet avantage, si vous voulez, d'avoir un certain nombre d'alertes qui permettent aux populations de se préparer très en amont. Donc, nous avons un certain code couleur, un certain nombre de couleurs qui vont être déterminées par la préfecture en fonction donc de la gravité du phénomène cyclonique. Et ce qu'il faut quand même par contre retenir, c'est que même si ce risque est prévisible, il y a en la matière un certain nombre de dispositions pour pouvoir préparer son entreprise à recevoir l'événement, préparer ses salariés également, et donc une gestion qui, dans ce cas-là en tout cas, est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, puisqu'on aura donc à protéger éventuellement son matériel, et puis lorsque les différents codes couleurs seront émis, nous n'avons qu'à obéir aux consignes qui sont divulguées par la préfecture de Guadeloupe. Voilà, donc simplement, ne pas uniquement considérer le phénomène cyclonique à lui tout seul, puisque avec un phénomène cyclonique, un cyclone, tout simplement, vous avez d'autres phénomènes qui, eux, peuvent être également dévastateurs a posteriori, des vents forts, des pluies fortes, des orages, une houle cyclonique importante. Voilà. Donc, en fonction de l'endroit où va se trouver votre entreprise, alors vous aurez effectivement des dispositions particulières à prendre. Voici une carte, et c'est un petit peu comme ça que je vais dérouler la présentation. Je présente l'événement scientifiquement, très simplement, et ensuite une carte qui nous permet de savoir les zones qui sont les plus vulnérables aux différents risques dont je parle. En ce qui concerne donc le risque cyclonique, la couleur violette que vous voyez concerne les zones qui sont les plus touchées par l'aléa cyclonique en règle générale. Alors, c'est pareil, nous les scientifiques, nous sommes très mesurés dans nos propos car nous ne savons pas tout, même si certains pensent que nous savons tout. Non, non, c'est bien la nature qui nous donne des informations et a posteriori, nous établissons donc des plans pour pouvoir gérer au mieux les événements qui peuvent avoir lieu. Voilà. Je continue avec cette fois-ci le risque inondation qui est lié de toute manière aux fortes pluies dont j'ai parlé tout à l'heure. On se rend compte que les deux cartes qui sont émises par la préfecture de Guadeloupe sont à peu près similaires, c'est-à-dire que tout à l'heure c'était du violet qui attestait donc de la haute vulnérabilité de certaines zones de Guadeloupe. Là, on se rend compte que le risque inondation, c'est approximativement les mêmes zones. C'est-à-dire que ce sont des zones qui sont déjà pratiquement en dessous du niveau de la mer. Et donc, dès qu'il va pleuvoir de trop, on aura donc la remontée des eaux et forcément un aléa inondation très important. Le risque de mouvement de terrain, alors,
Pareil, on a à part entière des zones de Guadeloupe qui subissent déjà, je pense que lorsque vous prenez certaines routes, vous le voyez également, des mouvements dits de terrain. Donc, ça peut être des mouvements lents ou des mouvements rapides, sachant que ces mouvements peuvent être générés de plusieurs façons. Ça peut être la conséquence d'un séisme, justement. Ça peut être aussi la conséquence de pluies torrentielles. Ça peut être la conséquence, donc, d'événements concomitants. Ça peut être séisme plus pluie en même temps. Voilà. Simplement, savoir que sur notre territoire, vous avez donc un bureau, le BRGM, qui est chargé de répertorier et de préciser effectivement les zones qui sont les plus à risque. Et sur la carte qui suit, vous voyez que le risque mouvement de terrain va concerner beaucoup la zone de Basse-Terre, qui est une zone dite volcanique active, et certaines zones de la Grande Terre, en particulier donc les zones des grands fonds. Un petit peu marée-galante également, puisque ces risques de mouvement de terrain, cette fois-ci, seront également en lien avec le risque sismique qui est généré par la présence de fractures dans le sol et donc de failles. Alors, le risque sismique, c'est celui qui nous pose, j'allais dire, un maximum d'inquiétude, puisque bien que prévisible dans le sens où nous savons que nous allons en avoir de très très gros, nous ne pouvons pas vous dire quand et comment, mais le pourquoi. Le pourquoi, il est lié en fait à la structure de la Terre. La Terre est une boule sphérique, effectivement, qui, au regard de toutes les autres planètes, va maintenir sa sphéricité. Pour cela, vous aurez des zones où les plaques tectoniques, donc de l'écorce terrestre, vont s'écarter les unes des autres. Et en ce qui nous concerne, ce sont des plaques qui vont plonger les unes sous les autres. Donc, dans notre contexte, nous avons une plaque atlantique qui plonge sous une plaque caraïbe et notre territoire est déjà fracturé au point que les séismes qui sont générés donc, ont en général une magnitude avoisinant 6 ou 7 sur le système de Richter et des intensités qui peuvent aller jusqu'à 12, donc cette fois-ci sur une échelle qui va de 1 à 12. Donc le séisme est généré dans une fracture de l'écorce terrestre. Ce sont des ondes qui vont être émises et qui vont se propager à partir d'un hypocentre en profondeur. Et plus on sera proche de l'épicentre, donc qui est à l'aplomb de l'hypocentre, et plus les dégâts seront importants, comme on peut le voir ici. Un petit peu comme les ondes sonores, plus je suis proche de vous et plus vous m'entendez fort, et lorsque je m'éloigne, alors vous m'entendez un peu moins. Voilà, donc c'est le principe de la propagation des ondes, et cette fois-ci donc dans le sol et à sa surface. Alors pourquoi j'insiste lorsque je fais une présentation sur les différentes zones sismiques? Eh bien tout simplement puisqu'elles ont des noms qui sont assez révélateurs. Les ondes P qui sont les premières ondes et qui sont des ondes dites sonores. Donc tout se passe en profondeur et en général on a un grondement qui est annonciateur donc de l'arrivée des autres ondes qui suivent, à savoir les ondes S, ondes de surface et les ondes de Love et de Rayleigh. Lorsque vous regardez le comportement du bloc, le premier bloc, nous avons des ondes sonores, c'est du bruit qui se propage et les personnes qui sont sensibles au bruit entendent donc un grondement. Malheureusement, tout le monde ne l'entend pas. Alors, très important pour nous en ce qui concerne la prévention. Toute personne qui est capable d'entendre un grondement sera la première personne qui donnera l'alerte. Et à ce moment-là, on va pouvoir mettre en œuvre tous les dispositifs qui ont été préparés en amont. Lorsque les ondes de surface se propageront à la surface du sol, cela va être très compliqué pour tout un chacun de se déplacer ou de vouloir sortir systématiquement, donc en fonction de l'endroit où vous serez. Soit vous resterez protégé à l'intérieur d'un bâtiment,
sous un encadrement de porte ou sous des tables, en tenant les pieds des tables, parce qu'ensuite, pardon, les ondes de surface de Love et de Rayleigh, en fait, vous empêcheront tout mouvement et vont commencer effectivement à dégrader votre environnement. Voilà. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de l'approche que nous avons concernant la prévention basée sur la syndémique. Alors, c'est effectivement expliquer sur le plan scientifique un événement naturel pour permettre aux populations de se l'approprier et de bien réagir lorsqu'il survient. Et c'est vrai que cette science est très, très utilisée pour pouvoir faire de la prévention sur le risque sismique en particulier. Alors, voici une coupe schématique de la subduction des petites Antilles. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un plongement de plaque sous une autre. Ici, vous avez le plongement de la plaque atlantique sous la plaque Caraïbe ici. Voilà nos îles et nous avons également répertorié par M. Bauducel l'ensemble des différents séismes qui ont touché nos régions. Le séisme majeur qui nous a terriblement affectés dans les années 1800, en particulier 1843, a pris effectivement naissance à la jonction des deux plaques. Ce séisme a rayonné sur toute la zone, mais il n'est pas le seul à avoir rayonné sur toute la zone. La plupart ont rayonné avec des dégâts plus ou moins importants. Tout ça pour dire que le risque sismique, même si le dernier en date d'une certaine magnitude, évalué à magnitude 8, date de 1843, il n'en demeure pas moins que cette plaque de l'océan Atlantique descend sous la plaque Caraïbe de l'ordre de 2 cm par an. Donc, elle ne s'arrête pas de descendre. Et donc, à chaque fois qu'il y aura un mouvement qui peut être bloqué par un contexte à la jonction des deux plaques, ça va résulter en une sismicité. Voilà. Donc, toutes les dates que vous voyez, c'est vrai que celui de 2007 avait été largement ressenti par beaucoup de gens, un peu plus profond, mais quand bien même, la profondeur joue, c'est vrai, un rôle sur le ressenti en surface, mais tout ça pour vous dire que ce sont des dates qui doivent véritablement nous marquer et nous rappeler que ce risque sismique existe bel et bien. Concernant la vulnérabilité donc, de notre territoire, vous avez en marron la présence des failles. Ce sont donc des fractures dans le sol qui sont des fractures sismogènes. Elles génèrent et elles généreront d'autres séismes à chaque fois que la plaque atlantique va se déplacer et sera empêchée dans son déplacement. En ce qui concerne les couleurs jaunes que vous voyez ici, en plus du risque sismique, vous avez ce qu'on appelle la liquéfaction. Et quand vous regardez bien, si vous vous rappelez les slides précédentes, la liquéfaction est également en lien avec des zones dites inondables. Ça veut dire que dans les zones qui sont déjà inondables, nous aurons en plus des effets qui vont être concomitants avec un séisme majeur. Voilà. Donc, encore une fois, le risque sismique, et c'est le message que nous devons impérativement faire passer régulièrement, est présent sur tout le territoire. En fonction de la zone où le séisme prendra naissance, soit la Grande Terre sera plus touchée, soit la Basse-Terre ou le Nord Basse-Terre le sera, ou un peu moins le Sud Basse-Terre, mais en tout cas, le risque sismique concerne véritablement toute la Guadeloupe. Le risque de tsunami. Alors, on en parle effectivement également avec autant de ferveur, puisque nous avons des failles dites sous-marines. Et lorsque l'on observe le fonctionnement d'une faille sous-marine, lorsqu'elle va être activée, c'est-à-dire lorsqu'il y aura un déplacement d'un bloc par rapport à un autre, il y aura un appel d'eau, puis un renvoi d'eau. Et on aura donc une génération de vagues qui vont se propager
le long de la mer pour pouvoir toucher donc des rives. Nous avons eu, suite à l'éruption de la soufrière Rives de Montserrat, un autre type de tsunami qui est un petit peu représenté ici, à savoir des blocs du volcan ont plongé en mer et ont généré donc des vagues qui ont abîmé à leur époque les embarcations, notamment de la commune de Déhé. Alors, les effets sont certes moins catastrophiques, mais il n'en demeure pas moins que lorsque l'on n'est pas préparé et qu'on n'a pas eu le temps de mettre à l'abri certaines soit de nos bateaux ou de nos embarcations, et bien oui, elles peuvent être abîmées, effectivement. Le risque volcanique, celui-ci, je vous rassure, il est un petit peu du même acabit que le risque cyclonique, dans la mesure où un volcan, surtout dans nos régions, ne rentre pas en éruption du jour au lendemain. Nous sommes dans un contexte dit de subduction, donc des roches en profondeur vont effectivement commencer à dégazer et on aura dans un premier temps une éruption dite phréatique. Pour ceux qui ont vécu en Guadeloupe dans les années 70, ce fut le cas. Nous avons eu la chance d'avoir qu'une éruption phréatique. Les éruptions qui vont durer le plus longtemps seront les éruptions dites magmatiques. Et la carte qui est représentée ici nous permet de voir que lorsque l'éruption magmatique débutera, c'est-à-dire qu'elle suivra l'éruption phréatique, nous aurons des zones à évacuer progressivement. Donc, les premières zones seront très proches de la soufrière, donc à Saint-Claude, et puis au fur et à mesure, nous évacuerons les zones en jaune, puis les zones en vert. Alors, en ce qui concerne notre territoire, il faudra bien comprendre une chose, c'est que lorsque la soufrière entrera en éruption, l'évacuation des populations de ces zones sera coordonnée, bien entendu, par la préfecture, mais il aura fallu qu'en amont, les villes et communes qui recevront ces populations devront avoir mis en place un certain nombre de plans pour pouvoir accueillir ces populations. Car c'est un volcan dangereux, de subduction, dont les éruptions peuvent durer un certain nombre d'années. Alors voilà un petit rappel des dates concernant les éruptions de la soufrière. Donc voilà, c'est encore un risque qui est d'actualité, qui a commencé il y a très longtemps et qui va continuer. Donc plusieurs éruptions magmatiques ont eu lieu au XVIe siècle, au XVIIe et au XVIIIe. Ensuite, nous avons eu en 1956 des éruptions phréatiques, donc émission de vapeur d'eau et de cendres, comme ce fut le cas donc en 1976. Et pour ceux qui étaient donc sur le territoire, nous avons eu à accueillir toutes les familles du sud de Basse-Terre et nous avons partagé nos écoles, nos églises, enfin bref, toutes les infrastructures de la Grande Terre. Alors, pourquoi j'introduis l'outil document unique d'évaluation des risques professionnels? Alors, tout simplement pour faciliter un petit peu le travail du chef d'entreprise. Oui. Bonsoir, bonsoir, prenez place. La loi du 2 août 2021 donc, a renforcé le contenu du document unique d'évaluation des risques professionnels et donc va permettre aux chefs d'entreprise non pas uniquement de s'occuper des risques psychosociaux, chimiques, biologiques ou autres, ergonomiques, etc., mais ils vont pouvoir intégrer justement les risques majeurs dans leur document unique d'évaluation des risques professionnels. Et donc, il va falloir en plus faire la jonction et impliquer le comité social et économique et sa commission donc, qui est chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Pareil, il va falloir impliquer les salariés qui seront désignés par l'employeur et puis donc le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère. Je vais me mettre debout puisque j'ai quelqu'un en présentiel. Voilà. Alors, sur cette loi du 2 août 2021,
Le document devra être également conservé durant 40 ans, à peu près. Et l'employeur devra déposer, ainsi que les mises à jour du document, l'ensemble de ses travaux sur un portail numérique. Alors, heureusement qu'on a toujours le temps de se préparer, puisque pour les entreprises dont l'effectif sera supérieur à 150 salariés, ce sera à partir du 1er juillet 2023. Et pour les plus petites, à compter donc du 1er juillet 2024. Je continue. Voilà. Alors, pour terminer un petit peu mon propos, et comme ça, je pense qu'on va pouvoir répondre, je vais pouvoir répondre à vos questions et puis discuter, et même éventuellement revenir sur certaines projections que j'ai déjà passées. Les pistes de réflexion sur comment gérer une crise donc, dans une entreprise. Alors, dans mon introduction, je vous ai parlé de la formation, de l'éducation, de la sensibilisation. Et c'est vrai que le premier point de départ, parce que je vous ai dit que c'était un petit peu là où le bas blessait un petit peu, et ben, c'est de véritablement mettre en œuvre les plans de formation en matière de sécurité. C'est à ce moment que vous allez vraiment impliquer l'entreprise et vous allez être accompagné par les services de l'État pour faire ça, par des personnes comme moi qui sommes des intervenants sur tout ce qui est prévention des risques professionnels, par des services de la CGSS, puisque la CGSS s'est dotée d'un département d'accompagnement et de prévention. Pareil, la CGSS a également des enveloppes budgétaires pour vous permettre de réaliser donc, cette évaluation des risques professionnels. Dans un deuxième temps, il va falloir vous assurer de la réalisation des contrôles périodiques obligatoires. Lorsque l'on doit gérer une crise notamment sismique, et ça, j'allais dire, les derniers séismes, notamment au Japon, qui ont eu lieu, par exemple, je parle de ceux de 2011, systématiquement, il y a un incendie. Donc, lorsque dans une entreprise, on vous demande de vous assurer que vos extincteurs ont bien été vérifiés, que la levée des remarques, on vous demande de bien vous assurer qu'elle aura été faite, c'est-à-dire que l'entreprise vient vérifier vos installations et vous fait un rapport. À partir du moment où sur le rapport, on vous signale que le système électrique est défectueux, que le système de protection, tel que les extincteurs, ne sont pas aux normes, il faut impérativement lever les remarques et faire en sorte de faire venir donc des entreprises qui vont remettre votre système de protection en activité. Puisque le séisme, par exemple, va générer un incendie, vous aurez normalement la possibilité de pouvoir gérer, si votre entreprise n'est pas trop grosse, les premiers départs de feu, puisque vos agents auront été préparés et formés. D'accord ? Il faut savoir que sur nos zones vulnérables, malheureusement, nos services de secours seront également impactés. Ils ne sont pas plus à l'abri que vous et moi. Donc, il va falloir que dans un premier temps, les populations se gèrent et que les entreprises se gèrent. Donc, ces deux premiers volets sont véritablement importants à mettre en œuvre et à suivre. Et le troisième volet, et non des moindres, parce que je vous ai dit en amont, que tous les territoires qui sont touchés par des événements majeurs doivent se relever et doivent continuer. Pour pouvoir se relever et continuer, vous avez des compagnies d'assurance donc qui assurent vos biens. Et à ce moment-là, il faut systématiquement vous assurer des clauses spécifiques auprès de vos compagnies d'assurance. D'accord ? En ce qui concerne, par exemple, la clause tempête, oui, dans la plupart des assurances maintenant, elle est inscrite. Par contre, la clause catastrophe naturelle, elle n'est pas systématique. Donc, c'est peut-être un des points sur lesquels vous devez être vigilant, puisque lorsqu'un événement va toucher, et ça a été le cas pour les inondations, les dernières inondations, lorsqu'un événement touche nos régions, l'État va, après donc diagnostic, analyse et conclusion des services déconcentrés de l'État, va décider de placer certaines zones en état de catastrophe naturelle.
Alors, toutes les zones ne le sont pas systématiquement. Et c'est la raison pour laquelle on vous demande effectivement d'être vigilant sur cette vérification des clauses spécifiques, et en particulier CatNat. Encore quelques points pour vous permettre d'être opérationnel dans cette gestion de crise. Une fois par an, effectivement, vous devez, avec vos équipes, vous renseigner auprès de la mairie où vous êtes impliqué ou implanté et des services déconcentrés de l'État. Qu'est-ce qui est répertorié? Quels sont les risques? Est-ce qu'il y a une évolution dans la gestion de ces risques au sein de la commune, au sein de la ville, pour vous permettre, vous, d'être accompagné en cas de besoin? Ensuite, en ce qui concerne tout ce qui va être phénomène météorologique, il est important de consulter les prévisions, il est important d'être à l'écoute des alertes données par la préfecture, car je le rappelle, la préfecture et les services déconcentrés d'incendie et de secours ne pourront pas forcément aider tout le monde. Donc, autant prendre des dispositions en amont, dès que vous aurez pu identifier dans quelle zone vous vous trouvez, si cette zone est plus vulnérable qu'une autre, et prendre les dispositions nécessaires. Vérifier les moyens techniques associés. Alors, en général, en ce qui concerne la gestion de crise, on demande, et je pense qu'au niveau de la loi maintenant, les choses sont bien rédactées, que chaque entreprise ait au moins un défibrillateur. En dehors des personnes formées, il faut avoir sur place donc du matériel de premier secours, c'est vrai, mais également du matériel un petit peu plus poussé. Donc les défibrillateurs, là, je pense que j'ai fait un point sur la Guadeloupe et on a beaucoup avancé sur ce dossier. Et pour les plus grosses entreprises, un téléphone satellitaire. Donc il y a ce qu'on appelle la valise Inmarsat, qui est un téléphone qui est libre de fonctionner en dehors de tout réseau téléphonique. Il faut savoir que un séisme, par exemple, magnitude 8, mettra à mal tous les réseaux de téléphone de Guadeloupe. Et les communications ne pourront se faire qu'avec une valise Inmarsat. Donc, pareil, pour les grosses entreprises, en tout cas celles qui reçoivent du public, en particulier également, on préconise donc d'avoir son propre matériel. Et une fois qu'on a son matériel, d'être identifié au niveau de la préfecture, qui elle sait qu'elle a des points de contact. Et une fois qu'elle aura ces points de contact, en cas de problème majeur, eh bien, elle pourra communiquer et on pourra lui donner et lui transmettre des informations. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, depuis cette loi de 13 août 2004, le citoyen, je l'ai dit tout à l'heure, est au cœur donc, de la prévention, mais on se rend compte que de plus en plus, ça va être comme ça, puisque tous les services de l'État ne sont pas partout. Donc, les infos, ils vont les obtenir par d'autres personnes, ça peut être effectivement via le SDIS, c'est vrai, mais c'est probablement beaucoup plus par les citoyens, et donc pouvoir faire remonter tous les besoins au niveau national. Et c'est seulement quand les besoins auront été identifiés que la France pourra envoyer, la France hexagonale pourra envoyer un maximum de secours. On a la chance d'avoir en ce moment une plateforme qui existe et qui est basée en Guyane et qui pourra éventuellement apporter les premiers secours d'urgence beaucoup plus rapidement que ceux qui sont envoyés par l'Hexagone. Au sein des entreprises, vous assurez donc du suivi de vos fiches hygiène, santé et conditions de travail, ça c'est aussi important. Dès qu'il y a un incident, il doit être répertorié, il doit être traité, analysé et réglé. Et enfin, donc, mettre à jour tout ce qui va être procédure de gestion de crise. Et ça se fait en réalisant des exercices d'évacuation spécifiques. Alors, il y a déjà l'obligation des exercices d'évacuation en cas d'incendie. Et ça peut être rajouté, on peut prendre l'exemple, par exemple, d'un exercice séisme, d'un exercice mouvement de terrain, si on n'est pas trop loin justement d'une zone où on aura répertorié la probabilité d'un glissement de terrain. Donc, en fonction des zones, encore une fois, dans lesquelles vous vous trouvez, vous aurez donc des procédures particulières. Et pour terminer, comme ça nous permet d'échanger, je dis toujours qu'une entreprise, alors c'est vrai que c'est un nombre de femmes et d'hommes, alors il faut bien entendu trouver un équilibre entre le côté social,
entre le côté environnemental et puis l'efficacité économique. Parce qu'on le veuille ou non, une entreprise, c'est quand même fait pour également permettre à une zone d'être économiquement viable. Et puis, je reviens donc sur mon approche de la syndémique, qui est cette approche scientifique de la gestion des risques majeurs. Nous avons eu à subir donc une pandémie, nous subissons des effets de guerre, hein, et ça, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ça nous touche encore. Et à mon avis, le principal atout pour qu'une entreprise reste performante, c'est désormais l'adaptabilité. Il n'y a plus, et ce n'est plus suffisant d'avoir un équilibre social, économique et environnemental. Il faut être capable de réagir très très rapidement en fonction donc des événements qui peuvent nous toucher. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Je me rassois et prête à écouter toutes les questions. J'espère que je n'ai pas endormi l'Assemblée. Olive. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Myriam, c'est Frédéric Favreau. Ah, comment ça va? Bah oui, ça fait 25 ans. Ben oui. Les risques, ils sont toujours là, ouais. Eh bien Toujours oui, ils sont toujours là. Eh oui, moi, et les vulnérabilités ont augmenté. J'ai toujours mon sifflet parce que pour alerter, pour dire bah, je suis là, venez m'aider. Oui, tout à fait. Alors, dis-nous, tu es actuellement dans quelle zone? Et puis, enfin, si tu as des questions, voilà, n'hésite pas. Moi, je suis dans la société Blandin Agriculture et on vient de rénover le magasin entièrement. Oui. Donc, il me reste à fixer les racks au sol parce que les racks, ça peut bouger. Oui, justement, ça fait un moment. Et après, bah, le plan de formation avec les ressources humaines, parce que oui, c'est important de former l'équipe. Parce que oui. pouvoir se débrouiller seul dans un premier temps, on n'aura pas le choix. On va se débrouiller seul, là, ça sera l'entraide qui nous sauvera. Ouais. En cas de voilà, donc vous avez déjà mis au sein de. Alors, est-ce que c'est pour toute l'entreprise Blandin que tu as mis en place les dispositifs ou bien. Non, il faut que je vois, là, chacun gère un petit peu dans son coin, mais on a les ressources humaines qu'il faut s'appuyer sur un service ressources humaines quand même. Oui, c'est la chance de faire partie d'un groupe. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que j'allais te poser? Tu es basé sur Jarry même ou vous avez. Oui, sur Jarry, je suis juste derrière Blandin Électricité. D'accord, ok. Voilà, bon, de toute manière, tu sais très bien que, alors c'est vrai que ça va être un autre volet, hein, les risques technologiques, parce que pour la zone de Jarry, et même les zones environnantes, voilà, nous avons avec nous la directrice du MAT. Donc, le MAT aura aussi à gérer des retombées sur le plan technologique. Et voilà, ce sera l'objet aussi d'un séminaire beaucoup plus long, puisqu'il y a des choses qui ont quand même avancé et sur lesquelles il serait bon d'informer l'ensemble des entreprises. Est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience en la matière? Est-ce que, là j'avais parlé de la valise de Marsat, est-ce que vous en avez dans les groupes? Non, mais on pourrait l'envisager parce que quand même, là, sur le site de Jarry, on est 3-4 sociétés. Je pense qu'on aurait les moyens d'investir quand même. C'est clair. Disons qu'il y a 25 ans, cette valise, elle coûtait au bas mot, alors là maintenant je vais remettre en euros, c'était pas trop, ouais, aux environs de 10 000 euros. Maintenant, il y a vraiment des téléphones satellitaires qui sont au niveau de 700 000 euros. C'est vraiment un investissement qui peut être fait par un bon nombre d'entreprises. Et en fait, l'idée, c'est, une fois qu'on a fait cette acquisition, de se faire enregistrer auprès de la préfecture. Et à ce moment-là, c'est un numéro spécial qui correspond à l'entreprise. Et la préfecture, dès lors qu'elle organisera des exercices, etc., pourra vous permettre de les activer et de contribuer justement aux différents exercices.
Non, ça vaut le coup d'intervenir parce qu'on est présent sur Antilles-Guyane, donc c'est bien d'en avoir aussi par département parce qu'on sait que c'est nos voisins qui pourront nous aider aussi. Exactement. Et la J'ai vu, communication sera le meilleur moyen pour pouvoir sauver les vies le plus rapidement possible également. moi, j'ai passé 5 ans en Guyane, donc j'ai vu que c'est sûr qu'ils sont structurés en Guyane pour intervenir sur les Antilles en cas de crise parce que Oui, ils ont la chance d'être à l'abri des crises, de ces risques majeurs. Et oui, donc, oui. il y a les structures, il y a quand même des structures importantes, militaires, les pompiers de Paris, le centre spatial. Ça sera sûrement une base arrière importante pour toute la vie. Tout à fait. D'autant que la Croix-Rouge a monté une plateforme qui s'appelle la PIRAC et donc qui est en lien direct avec la zone de défense Antilles, gère bien la préfecture de Martinique. Et donc voilà. Mais encore une fois, pour que les secours organisés puissent venir nous sauver, entre guillemets, il leur faudra un maximum d'informations. Il va falloir identifier les besoins, le pourquoi, du comment, etc. Donc, ils ne pourront jamais se déplacer sans avoir eu un maximum d'informations. Et au niveau donc des agents formés, vous êtes opérationnel sur ça va? Pas du tout, pas du tout. Comme je pense que la majorité, il faut l'organiser parce que tout le monde y pense sans y penser. Donc, Oui. on a quand même vu on est sur des zones de crise. Il y a quand même Haïti qui a été touché quand même très sérieusement et voilà, on sait qu'on sera dans la même situation, donc il faut vraiment en prendre conscience. Donc la seule chose à faire, c'est de se préparer. Donc il faut s'y mettre. Hein. Il faut s'y mettre, oui. Je pense qu'un bon plan de formation, donc comme tu l'as bien dit, c'est le service ressources humaines qui va être mis sur la sellette. Et puis, comme je l'ai également dit, les services de la CGSS qui ont donc ce fameux département d'accompagnement et de prévention. D'accord? Ouais, je l'ai noté, ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres participants qui souhaitent intervenir? Oui, bonjour, c'est Yannick Potier, Chronopost. Je suis sur la plateforme de l'aéroport. Oui. Justement, j'avais une question dans ce sens-là, sur l'accompagnement et la formation à donner aux salariés, Oui. sur la conduite à tenir en cas d'événements de ce type, tout ce qui est cyclone, tout ce qui est conduite à tenir en cas de tremblement de terre. Est-ce qu'il y a des supports autres que la formation, puisqu'on va former plutôt des guides fil-serre-fil ou plutôt des sauveteurs secouristes, mais ce n'est pas l'ensemble du personnel. Est-ce que par voie d'affichage, on peut trouver des consignes simples à appliquer? Est-ce qu'on peut trouver ça quelque part? Oui, alors normalement, encore une fois, alors à l'époque, mais je pense que la préfecture, elle renouvelle au fur et à mesure. Et puis il y a eu, c'est l'année dernière, une réunion avec la DEAL où des prospectus, on avait des réunions de travail justement pour concevoir des prospectus assez simples pour permettre donc aux différents salariés et employeurs de faire déjà de l'information préventive. Donc, je peux déjà effectivement vous conseiller d'aller sur le site de la préfecture, de la DEAL. Voilà. Et puis, si jamais vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, entre guillemets, on peut passer par l'UDE-MEDEF et à ce moment-là, moi, je peux aussi vous renvoyer d'autres types de brochures en cas de besoin. Parfait. Très bien, merci. Vous êtes combien à l'aéroport, enfin, en matière de salariés? Alors chez nous, on est une vingtaine à peu près. Ça dépend. Le matin, on est plus nombreux. Dans la journée, un peu moins nombreux en fonction de ce qui est sur la route. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà pu faire l'évaluation de vos risques professionnels? Parce que c'est vraiment un point, si vous voulez, d'étape intéressant dans la mesure où il vous permet de répertorier, j'allais dire, un certain nombre de risques et puis vous permet aussi d'impliquer vos agents dans cette gestion. Le document unique a été fait, en effet. Il est mis à jour de manière semi-régulière. Oui. La période Covid a été un petit peu compliquée dans
dans la mise à jour du document, parce que tout le monde n'est pas forcément présent et ce n'était pas forcément évident. Mais le document unique, il existe, mais il existe surtout sur les risques liés à l'activité et liés à l'entreprise. Les risques que vous avez présentés ne sont pas forcément pris en compte, si ce n'est par la connaissance superficielle, je vais dire, qu'on peut avoir. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, bon, alors moi c'est mon cheval de bataille, comme m'a dit tout à l'heure Frédéric, depuis 25 ans. C'est vrai que dans certaines entreprises, moi j'ai réussi à intégrer ce volet risque majeur. Et c'est aussi, moi, une de mes demandes, mais là je le fais en direct par rapport à vous et à tous les chefs d'entreprise qui m'écoutent. C'est dans cette évaluation des risques. Alors, dans un premier temps, il faut connaître la zone dans laquelle vous êtes et cette connaissance de cette zone sur le plan, par exemple, géomorphologique, vous avez tous les renseignements qui peuvent vous être donnés par la commune sur laquelle vous êtes implanté. Donc, s'il s'agit des abîmes, vous avez un document qui s'appelle le document d'information communale sur les risques majeurs, donc le DICRIM. Moi, ce que je me propose, alors tout à l'heure, Pauline nous a dit que mon intervention était donc enregistrée. Je peux également mettre à votre disposition une liste de toutes les administrations qui pourront vous fournir ce genre d'informations. Ce sera déjà... Oui, volontiers. Ce sera déjà un premier volontiers, parce que c'est un peu le sujet, c'est un peu le sujet qui fait défaut. Où trouver l'information? La cartographie que vous avez présentée au début, elle est assez intéressante, mais sur le PowerPoint, elle est vraiment globale sur le territoire guadeloupéen. Ce serait intéressant de pouvoir le décliner commune par commune pour que chacun puisse du coup se géolocaliser et se dire « Ok, je suis dans une zone à risque ou pas à risque, sur une faille, pas une faille, etc. » Tout à fait, tout à fait. Voilà. Bah, écoutez, moi, je vais proposer ça à l'UDE. Refaire une petite brochure explicative de où trouver l'information, comment la trouver, et puis voir comment vous accompagner. Voilà, parce que c'est vrai qu'on est membre de cette association et toutes les ressources sont les bienvenues justement pour pouvoir faire avancer ce dossier. Ça va nous faire avancer, en effet. Merci. Madame Mounigan, la responsable CMA Sud-Jam Guadeloupe. Oui. Je rejoins le point du monsieur juste avant qui disait ce qui serait intéressant, c'est plus localiser sur le secteur, en fait, les risques qu'on a pour permettre, parce qu'aujourd'hui, nous, on a un DUR, effectivement, comme il dit, qui rapporte à l'activité de l'entreprise, mais on a aussi un plan de situation d'urgence où on a répertorié justement les risques majeurs. Oui. Et pour lesquels on a écrit des procédures et on essaye d'organiser des exercices pour sensibiliser et former nos personnels. Oui, d'accord. Donc, on a organisé comme ça, mais c'est vrai que pour comme vous avez présenté les risques de manière globale sur le territoire guadeloupéen, il n'y a pas beaucoup de documents qui nous donnent les risques majeurs vraiment sur le secteur de Jarry, par exemple. Voilà, alors c'est vrai que... Pour connaître l'impact, en fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, effectivement, j'ai eu, on va dire 2 ou 3 fois, l'occasion de faire des formations pour certaines entreprises, justement, de Jarry, avec donc les précisions dont vous me parlez, puisque ayant les informations, c'est beaucoup plus simple pour moi, voilà, d'arriver dans une entreprise et de vous expliquer au cas par cas votre situation réelle, c'est vrai. Tout à fait. Donc, à la rigueur, je ne me rappelle plus si dans la présentation, vous aviez eu mes coordonnées. Ceci étant dit, je peux vous les communiquer via notre réseau. Et puis, ce sera pour moi un plaisir de voir dans quelle mesure je peux vous accompagner si vous avez véritablement besoin d'un accompagnement long, plus court, plus long, enfin voilà. Ça peut être intéressant, effectivement,
de rencontrer chacun d'entre vous, en tout cas ceux qui le souhaitent, et puis voir dans quelle mesure un accompagnement plus spécifique pourrait être réalisé. D'accord. Voilà. N'hésitez pas à repasser par soit notre annuaire ou directement par le secrétariat, justement, de l'UDE, et puis à ce moment-là, ils nous mettent en contact. D'accord. Voilà. Parce que ça peut être, voilà, ce sera effectivement des choses intéressantes. Je vois que vous avez déjà mis en place, donc, comme vous l'avez dit, hein, une situation. Oui, tout à fait. Voilà. On a fait aussi notre PCA et tout. Après, c'est en fonction vraiment de l'impact, ça serait bien. Peut-être qu'aussi, avec le MEDEF, on peut mutualiser des moyens, en fait. Oui, tout à fait. Et en connaissant vraiment notre impact. Voilà, voilà. Parce que c'est vrai que cette zone de Jarry, effectivement, est particulière. Et l'idée de la mutualisation, je la trouve très intéressante. Mutualiser effectivement nos moyens et puis voir dans quelle mesure on peut proposer des formations véritablement spécifiques à la zone. Ok, très bien. On lancera l'idée et puis elle va suivre, on va la suivre. Je demanderai au secrétariat vos coordonnées également. Voilà, comme ça, on fera un tour de table probablement de toutes les entreprises qui seraient intéressées, parce qu'elles sont toutes concernées, intéressées par la démarche, et puis voir comment on peut la mettre en œuvre. Si ça vous va. Oui. Est-ce qu'on a d'autres intervenants qui souhaitent échanger, partager? Vous voyez, on arrive au fur et à mesure à faire des propositions et c'est véritablement comme cela qu'on peut protéger nos salariés, nos entreprises également. Hein, puisque, je le dis sans cesse, hein, toutes les zones vulnérables se sont toujours relevées d'un événement majeur. La difficulté, c'est qu'on devient de plus en plus vulnérable. Donc, ça sous-entend qu'en amont, nous ayons un petit peu plus à faire pour nous préparer. Ah, est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui voudraient partager quelque chose ou proposer? C'est bon pour moi. Myriam, je vais te dire à bientôt. Voilà, ben écoutez, je pense qu'on va pouvoir clôturer la réunion, sachant que, comme je l'ai dit au départ, hein, moi, quand je m'engage dans de l'information préventive, je veux vraiment qu'il y ait un continuum et que les choses ne soient pas forcément répétées tous les jours, mais qu'en tout cas, il y ait cet esprit de veille. Et qu'on reste vigilant sur certains points, hein, bien entendu, au sein de son entreprise, et puis demander les accompagnements nécessaires et toutes les informations qui vous seraient utiles. En tout cas, moi, je m'engage déjà à proposer au MEDEF une plaquette où vous auriez les liens dans un premier temps, voilà, et puis ensuite aller plus loin pour la zone de Jarry et tout ce qui va être en plus les risques technologiques. Voilà. Très donc, bien. Voilà, au moins pour la rentrée, on pourra faire un webinaire plus spécifique. Je ne manquerai pas de demander les différents contacts hein, pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus et de façon plus spécifique et propre à nos entreprises. Ok. Voilà. Bonne soirée. Merci à tout le monde. Oui. Merci. Bonne soirée à tout le monde.